Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Emmanuel Macron semble vouloir réformer la formation des enseignants. Hier, le président a évoqué la possibilité qu'elle puisse intervenir juste après le bac. Les syndicats sont vent debout. Est-ce qu'il y a-t-il, selon vous, un problème avec la formation des enseignants? Je pense qu'on peut effectivement s'interroger pour diversifier davantage la formation des enseignants. Et c'est une piste de travail que le chef de l'État a lancée hier. Il a demandé à Gabriel Attal d'y travailler dans les prochains mois. Ça se fera en concertation avec les organisations syndicales, évidemment, pour qu'on puisse démarrer plus tôt la formation dans une logique professionnalisante pour centrer la formation autour des compétences qui seront ensuite nécessaires devant les classes. Moi, je pense que la question des compétences, elle doit être centrale. Je le dis pour les enseignants, je le dis plus généralement pour l'ensemble des fonctionnaires. Se poser la question de la façon dont on recrute les fonctionnaires aujourd'hui, ça me semble essentiel. Dans un moment où l'enjeu principal, c'est un enjeu d'attractivité. Mais est-ce qu'il ne faut pas une formation professionnelle comme l'IUFM à l'époque existait? Toutes les questions sont sur la table. Moi, ce que je crois, ma ligne elle est extrêmement claire, c'est qu'il faut qu'on recentre nos dispositifs de recrutement autour des questions des compétences. Je vois dans la fonction publique parfois qu'on met des contraintes, des formalismes, des concours, je ne parle pas en disant ça des enseignants, mais qui bloquent les possibilités de recrutement. Dans beaucoup de métiers, on manque de bras dans la fonction publique, où les compétences de terrain sont les plus importantes. Vous voyez, par exemple, dans les métiers du soin, dans les métiers du lien. Et donc, je pense que ce n'est pas un sujet tabou de pouvoir se dire, au fond, comment on recrute parfois plus simplement. Il y a besoin d'un concours pour certains types de recrutement. Parfois, on peut recruter sur titre. Oui, parce que vous considérez qu'en faisant des formations plus courtes et plus jeunes, c'est-à-dire juste après le bac et hors d'un cursus universitaire, c'est ça qui va leur donner plus de compétences? À un âge où on est très jeune, sur une durée plus courte? Vraiment, pour la question des enseignants, il faudra rentrer dans le détail dans les prochains mois. Tout ceci se fera en concertation. Et il y a une piste de travail qui a été lancée là. Ça n'est pas une réforme complète que le chef de l'État a annoncée. Ce que je dis, moi, c'est que la question des modalités de recrutement plus professionnalisante, qui doit être plus centrée sur les compétences, c'est un axe de travail très fort pour la fonction publique de façon générale. Les syndicats, ils voient quasiment un tour de passe-passe. Recruter plus tôt, c'est recruter moins cher. Est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point? Bien entendu, c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On revalorise les professeurs comme on ne les avait pas revalorisés depuis très longtemps dans notre pays. Et de façon générale, on revalorise la rémunération des fonctionnaires comme on ne les avait pas revalorisés depuis très longtemps. Il y a des enjeux de pouvoir d'achat face à la vie chère. C'est pour ça qu'on a pris des mesures qui sont importantes. Il y a des enjeux plus spécifiques. Celui des enseignants en est un. Les enseignants n'étaient pas assez rémunérés dans notre pays. Il y a un engagement présidentiel qui a été pris par un enseignant à moins de 2 000 €. Il est tenu. Les rémunérations des enseignants sont très fortement revalorisées. Donc il n'y a pas de plan caché qui serait contradictoire par rapport à cet objectif-là, soyons très clairs. Ces hausses de rémunération, elles sont soumises notamment à un pacte avec les enseignants, des missions supplémentaires en échange d'heures de salaire. Vous trouvez qu'ils ne travaillent pas assez, les enseignants, aujourd'hui? Mais d'abord, n'ayons aucune ambiguïté. Nous revalorisons le salaire fixe des enseignants de façon historique. À hauteur de 5%, alors que le président avait promis 10%. Non, ça n'est pas le cas, parce que quand on prend en compte les différentes mesures, celles qui sont spécifiques aux enseignants, celles qui concernent, je les ai portées avant l'été, l'ensemble des fonctionnaires de notre pays, ce sont en réalité, pour les enseignants qui étaient les moins bien rémunérés, des rémunérations de plus de 10%. Donc l'engagement est parfaitement tenu. Il est conditionné pour une part supplémentaire, insistons là-dessus, pour une part supplémentaire, à l'engagement dans des missions supplémentaires, notamment le remplacement. Chaque parent d'élève peut voir que c'est aujourd'hui un sujet très important. Parfois, tout simplement, pour mieux rémunérer des missions dans lesquelles les enseignants étaient déjà engagés. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Notre projet, il est très clair. Les enseignants n'étaient pas suffisamment rémunérés dans notre pays. On s'y attelle. C'est aussi des décennies de renoncement auxquelles nous mettons fin aujourd'hui. L'éducation est un enjeu absolument central. Donc il y a un projet très ambitieux pour nos enseignants, pour pouvoir les accompagner, redonner de l'attractivité au métier. C'est de la fiche de paye, ce sont aussi des questions autour des conditions de travail. Stanislas Guerini, vous étiez hier dans une école de formation de fonctionnaires qui a été incendiée il y a 2 mois. Les émeutes ont mis en lumière la vulnérabilité des agents publics. 10 000 fonctionnaires ont été déplacés car leur lieu de travail avait été attaqué. Aujourd'hui, vous préparez un plan de protection. Qu'est-ce qui changera concrètement? Voyez, moi, hier, j'étais, vous le soulignez, à l'Institut régional d'administration de Lyon. C'est un lieu où on forme des attachés d'administration. C'est la colonne vertébrale de nos administrations. Et c'est un lieu qui a été en partie incendié
parce qu'il arborait la Marianne de la République, parce qu'il symbolisait d'une certaine façon les pouvoirs publics, les services publics. Donc c'est une remise en cause extrêmement forte quand des agents, parfois derrière des guichets, rendent le service public. C'est le symbole de l'État qui est attaqué. Bien sûr, c'est le symbole de nos services publics, c'est le symbole de la puissance publique d'une certaine façon. Et donc, la première des considérations qu'on doit aux agents publics, c'est de les protéger à tout point de vue. On a parlé du pouvoir d'achat, on peut parler de santé, mais la protection physique de nos agents est un enjeu essentiel. Ce sont les agents qui sont derrière le guichet qui subissent les incivilités, parfois les attaques. Des fonctionnaires ont été assassinés ces derniers mois. Donc oui, moi je crois qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux, à la fois pour mieux repérer les incivilités, pour mieux les mesurer, parce que derrière on peut déclencher des alertes, pour équiper nos agents. Parfois, par exemple, certains agents publics sont équipés de boutons d'alerte, ça peut être le cas dans les hôpitaux, on peut se poser des questions à généraliser ce type de dispositif de protection, pour mieux les former aussi face aux incivilités, ou tout simplement mieux les protéger d'un point de vue juridictionnel. Parfois, quand une administration ne subit pas elle-même de dommages matériels, elle ne peut pas porter plainte à la place d'un agent public. Eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de déficiences aujourd'hui de notre système de protection des agents sur lequel on peut améliorer les choses. Je porterai des propositions. Je crois surtout qu'elles doivent être portées pour l'ensemble des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires de première ligne. Vous savez, il faut redonner de la dignité au métier d'une certaine façon. Nous parlions des enjeux d'attractivité. Oui, ma conviction, c'est qu'ils sont en partie des enjeux de fiche de paye. Il faut regarder les choses en face. Ils sont beaucoup liés aux conditions de travail. Et protéger les agents, c'est la première des considérations. C'est la première des façons de redonner de la dignité au métier aussi de la fonction publique. Quelle échéance pour ce plan, très rapidement ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse, dans les toutes prochaines semaines, annoncer ce plan. Ça va être fait de façon interministérielle. Beaucoup de mes collègues ministres ont travaillé sur leur champ de politique publique et nous devons présenter les choses tous ensemble. Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Sophie Echen. L'avocat de la famille d'Adama Traoré dénonce la partialité énorme des magistrats alors qu'un non-lieu a une nouvelle fois été prononcé pour les 3 gendarmes à l'origine de l'interpellation de ce jeune homme noir en 2016 dans le Val d'Oise. Il mourrait peu de temps après. De son côté, l'avocat d'un des gendarmes déclare sur France Info qu'il voulait la justice tout court, ni pour Adama, ni pour les gendarmes. À 3 jours de la rentrée scolaire, l'association Action Droit des Musulmans a saisi le Conseil d'État pour qu'il suspende l'interdiction du port de l'abaya. On ne laissera rien passer, a prévenu Emmanuel Macron hier. L'association craint un profilage ethnique qui porterait atteinte aux droits des enfants. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, les joueurs du 15 de France se retrouvent cet après-midi dans leur camp de base pour les tout derniers préparatifs à Rueil-Malmaison, près de Paris, avec une cérémonie d'accueil à partir de 17h à suivre en direct sur France Info. Le rugby et le top 14, 3e journée aujourd'hui et plusieurs matchs au programme, notamment Oyonnax face au Stade Toulousain. Ce sera à 15h. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On parlait à l'instant des violences qui ont secoué le pays. Gérald Darmanin appelle les préfets à expulser les émeutiers de leurs logements sociaux. L'idée derrière, c'est d'expulser toute la famille. Est-ce que ça vous choque ? Non. Vous savez, je crois qu'une des questions très profondes qui a été posée par ces émeutes, il faut mettre des mots, c'est la question de l'autorité, c'est la question des droits et des devoirs, c'est au fond la question de ce que constitue une nation. Ce n'est pas une somme d'individus, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Donc je crois que chacun doit assumer ses responsabilités. Accéder au logement social, c'est être accompagné par la nation. Donc là, vous ciblez les parents, en l'occurrence. Bénéficier de droits, eh bien, en face des droits. Vous ciblez les parents d'être avec la responsabilité qu'ils ont de faire en sorte que leurs enfants n'aillent pas incendier des bus, des administrations, etc. Mais vous savez, il y a déjà aujourd'hui une responsabilité très forte des parents. Quand on casse, on paye. Nos dispositifs juridiques permettent déjà de faire ça. Il y a des droits et des devoirs, mais il y a des règles aussi. L'expulsion, ça se décide pour des motifs très précis sur décision d'un juge. Patrice Vergriès, qui est ministre délégué au logement, il semble pas d'accord avec Gérald Darmanin. Lui, il appelle au respect de l'état de droit et au respect du droit. Mais j'insiste sur le fait qu'à droit constant, dans l'état de droit, nos préfets peuvent prendre des décisions de cette nature. Moi, elles ne me choquent absolument pas. Je crois, encore une fois, qu'on peut se battre pour un projet généreux de société, pour mieux protéger ceux qui nous servent, pour mieux rémunérer les moins bien rémunérés dans notre pays. Mais ça doit aller de pair avec un principe de responsabilité, une société aussi où l'autorité
cela signifie quelque chose. En face de droit, il faut qu'il y ait devoir. Une société où aussi on arrive peut-être à se parler. Et il y a eu une réunion où les gens se sont parlé, autour notamment du président de la République. 12 heures autour d'Emmanuel Macron avec les chefs de parti, une réunion à huis clos. Une seule annonce qui est encore un peu floue, une conférence sociale sur les salaires sous le SMIC. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que ça va concerner qui précisément? À quelle échéance? Bon, d'abord, cette initiative du président de la République a été utile. On voit bien que notre pays vit un moment où il a besoin de se rassembler. Notre responsabilité à nous, au gouvernement, c'est de pouvoir faire vivre à la fois l'esprit de réforme. Il y a tant de choses à faire encore. Se rassembler à huis clos, sans portable, sans... Enfin, le décorum était très particulier. Il passe par cette capacité à pouvoir se parler, à pouvoir bâtir des convergences. On l'a fait très fortement à l'Assemblée nationale, au Sénat, pendant un an. Mais Stanislas Guerini, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion de 12 heures? Parce que pour l'instant, il y a juste une conférence sur les salaires sous le SMIC. Est-ce qu'il ne faut pas élargir le thème? Est-ce qu'il ne faut pas élargir le thème à tous les salaires? C'est ce que demande par exemple Cyril Chabagnier, le président de la CFTC. Vous savez, ça sera élargi de toutes les façons sur les sujets qui sortiront de cette initiative politique, qui ne porteront pas que sur cette conférence sociale. Ça, c'est un acte immédiat qui est posé, qui était un point de consensus, qui s'est dégagé, je n'ai pas participé à ce moment d'entretien, mais qui s'est dégagé en direct avec les différents chefs de parti pour se dire là, on a un enjeu qui n'est pas acceptable pour notre pays, qui crée un consensus absolu. Il faut que dans les branches qui sont rémunérées en dessous du SMIC, est-ce que les fonctionnaires... on puisse mettre suffisamment la pression pour que ce ne soit pas le cas. Est-ce que vous souhaitez que les fonctionnaires puissent être inclus dans ces discussions-là? Ça ne concerne pas les fonctionnaires, puisque précisément, les mesures que j'ai pu porter font qu'aucun fonctionnaire de notre pays n'est rémunéré en dessous du SMIC. Et ils sont tous rémunérés au-dessus du SMIC. Donc il y avait là un acte immédiat à poser, et c'est très bien que cette réunion politique elle puisse donner une initiative, un débouché immédiat, mais il faudra évidemment élargir les choses. Les enjeux qui ont été posés par les émeutes sont des enjeux, on en discutait à l'instant, d'autorité, de responsabilité, peut-être de lien avec les familles, ce sont des enjeux aussi d'efficacité de l'action publique. C'est ça que le président de la République a mis sur la table. Au fond, s'il y a tant de défiance de la part de nos concitoyens sur leurs institutions, sur leurs services publics, c'est que tout ne marche pas très bien. C'est que parfois on prend des lois et qu'elles mettent beaucoup trop longtemps à donner des effets sur le terrain. Donc c'est ces questions-là qu'à très juste titre, le président a mis sur la table pour l'intérêt général de notre pays, de façon très sincère, au fond. Stanislas Guerini, vous parlez d'autorité. Est-ce que c'est pas aussi l'autorité du président qui est en jeu en ce moment? On peut se poser la question, l'absence de majorité absolue, et quand les ministres avancent leur pion. Clément Beaune, par exemple, qui se dit favorable à la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, alors que c'est une ligne rouge pour le président. Ça part un peu dans tous les sens, là, non? Non, parce que on peut avoir des avis personnels sur la question. Moi, j'ai un avis personnel sur la GPA. Je ne suis absolument pas favorable. Je ne suis pas favorable à la marchandisation du corps. Mais ce débat n'est pas illégitime. Mais tout ce qui nous éloignera de notre agenda de gouvernement, tout ce qui nous éloignera de l'action dans ce quinquennat doit être, à ce stade, à mon sens, mis de côté. On peut avoir Donc il a tort, Clément Beaune, en ce moment, de parler de ça, de mettre ce sujet dans l'atmosphère? Moi, je crois que notre enjeu, c'est 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Tout ce qui se passe dans ce quinquennat. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la ligne du gouvernement. Nous ne sommes pas favorables. Le président de la République l'a toujours dit. Et Clément Beaune le rappelle de façon parfaitement claire. Il n'est pas ambigu lui-même. Il a cet avis personnel. Et il n'y aura pas la GPA. Ce n'est pas la ligne du gouvernement. Et vous voyez bien. Et encore une fois, concentrons. C'est là où les Français nous attendent. Toute notre action, tout notre effort, nous sommes au gouvernement pour pouvoir agir, régler les problèmes du quotidien, les Français. Les problèmes du quotidien des Français sont leurs services publics. J'ai l'honneur d'être le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je veux des services publics qui soient plus accessibles, qui fonctionnent. Il faut que l'efficacité de l'action publique soit mise au centre. Ça, ce sont les vrais sujets. Et c'est cela sur lesquels nos concitoyens nous attendent. Ça pose quand même la question de y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est-à-dire que d'un côté, vous prenez la cohérence gouvernementale et les lignes claires. Et de l'autre côté, on a effectivement un Clément Beaune qui donc se porte plutôt sur sa gauche en appelant à la question de la GPA. On a un Gérald Darmanin qui joue sa partition un petit peu rappelé à l'ordre ces derniers jours par la Première ministre. Est-ce que là, il ne faut pas aussi un peu siffler la fin de la récré? Je crois qu'aucun de ces ministres, ceux que vous venez de citer, ne peut être pris à défaut sur son engagement ministériel. C'est le cas pour le ministre des Transports, c'est le cas pour le ministre de l'Intérieur. Vous voulez dire que la loyauté n'empêche pas l'ambition personnelle? On attend des ministres, et en l'occurrence, vous venez de citer, ils répondent à cet engagement. C'est d'être à leur tâche, d'être efficacement à leur tâche, et c'est ce qu'ils font au quotidien. Moi, je suis
dans la même équipe gouvernementale, je me sens à l'aise. On peut avoir des sensibilités. C'est au contraire ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, d'amener dans le pays des gens qui venaient d'horizons différents. Vous venez de citer 2 personnalités qui venaient d'horizons différents. Moi-même, mais qu'est-ce qu'ils font? je viens de la gauche, Gérald Darmanin, il vient de la droite. Mais on est dans la même équipe. Celle qui veut que le pays réussisse, celle qui veut que le président de la République puisse réussir dans ces 10 ans. Et ça, depuis le premier jour. Donc, dans ces 10 ans et peut-être un peu plus, Agathe Lambray, on a eu des indiscrétions de ce qui s'est dit pendant cette fameuse réunion. Est-ce que vous avez déjà entendu le président regretter de ne pas pouvoir se représenter? Parce que peut-être que c'est ça. Non, vous l'avez jamais entendu dire ça? Jamais, parce que est-ce que c'est pas le nœud du problème? Parce que lui-même l'a déploré justement lors de cette réunion à huis clos. Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie. Non, moi je ne vais pas commenter des propos dans une réunion auquel je n'ai pas participé. Mais si vous voulez savoir si il y a la moindre possibilité qu'un jour le président décide de changer la Constitution pour pouvoir se représenter, la réponse c'est non. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, ne laissons pas s'introduire des ambiguïtés dans des débats dans lesquels il n'y en a aucune. Ça n'est aucunement à l'ordre du jour, pas sur la table, ni maintenant, ni jamais. Donc, après, vous pouvez avoir un avis. Est-ce que c'était une erreur de limiter le nombre de mandats présidentiels? Mais qu'il puisse y avoir des réflexions institutionnelles qui remettent en cause la durée du quinquennat, se poser la question s'il faut des élections législatives à mi-mandat. Elles seront nécessaires pour notre pays. Et d'ailleurs, c'est l'engagement que le président de la République a pris pendant la campagne. C'est un sujet très particulier. Il a dit, dans la campagne présidentielle, moi j'ai des avis personnels sur des questions institutionnelles, mais la valeur de tout ça, c'est qu'on puisse dégager une ligne transpartisane. Si on souhaite soumettre aux Français, peut-être par référendum, des modifications institutionnelles. Donc tenons-nous-en à cette méthode, parce qu'elle me semble bonne. Ça sera un des champs qui sortiront aussi de ces rencontres politiques sur lesquelles vous m'interrogez. Donc les débats sont légitimes, mais je crois que la valeur, c'est de savoir les faire aller de façon transpartisane. Merci beaucoup Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, d'avoir été l'invité ce matin du 8h30 France Info. À 8h50,